Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À vous la parole. Ce soir, focus sur la décentralisation, développement local et surtout la société civile et les politiques publiques de développement. Nous sommes en compagnie de Jeannot Millard, qui est un expert senior en développement organisationnel, manager de projets et des organisations, mais surtout acteur et formateur dans la société civile. Monsieur Jeannot Millard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'À vous la parole. Merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter chez vous. Avec vous, nous allons explorer des thèmes tels la décentralisation, le développement local, la société civile et surtout les stratégies de développement. Ça me va. Ça vous va? Mesdames, Messieurs, pour permettre à ceux qui nous font l'honneur et l'amitié de nous suivre ce soir, nous allons aller à la rencontre de l'homme Jeannot Millard. Ceci au travers du portrait. Le portrait ce soir, encore, est une signature originale de Francine Ateba. La décentralisation et le développement local n'ont plus de secret pour lui. Ce sont ses passions, les moteurs de sa vie. Une trentaine d'années plus tard, Jeannot Millard Fuhu n'a pas perdu la flamme. Né le 21 avril 1961 à Ebolova, se licencie en droit public à l'université de Yaoundé 2 à Soua en 1987, sera auteur de tous les combats. Le Sahel d'abord, service d'appui aux initiatives locales de développement pendant 7 ans. Puis le réseau d'agriculture paysanne et modernisation en Afrique. Et enfin le Canadel, centre d'accompagnement des nouvelles alternatives locales. Le gouvernement central, c'est le chameau. Il a le dos plus large, plus de ministères, plus de moyens et tout, qui portait beaucoup de charges. Maintenant, on a enlevé une bonne partie de ces charges pour mettre sur la petite commune, qui est comme l'âne. Donc en fait, c'est ça. Maintenant, on n'a pas renforcé l'âne. On n'a pas suffisamment. Ce serait malhonnête de dire qu'on n'a pas suffisamment. Par exemple, toute la question de l'expertise. L'État a transféré les compétences, mais est resté avec les ressources humaines. Moulé à l'école chrétienne, cet ancien sociétaire de jeunesse étudiante chrétienne, mouvement d'action catholique qui n'a pas oublié les valeurs propres à ce courant. Ma vie, ce que je suis aujourd'hui au niveau professionnel, humain comme personne, et beaucoup le fait de ma formation à la GEC. Prendre un exemple tout à fait simple. On m'a appris à parler, à m'exprimer comme je fais là. On m'a appris à animer nos rencontres, à faire des exposés et tout. Ça, je l'ai appris à la GEC. Tout jeune. À concevoir un modèle de formation. Non, je dis que ce serait malhonnête de croire que ce que je suis, c'est le fait de mes formations scolaires, universitaires et professionnelles, sans mettre ce que mouvement-là. Pionnier et formateur de plusieurs mouvements de la société civile, Jeannot, comme l'appellent ses intimes, pense à une société civile moins constructive, plus partisane et moins politisée. Les pro-gouvernement, RDPC et majorité gouvernementale, l'opposition qui elle-même est divisée, MRC et autres, je crois que nous avons besoin au Cameroun des Camerounais, des citoyens qui pensent république, qui pensent citoyens et qui posent des problèmes au-delà des partis et qui peuvent, quand à gauche on fait bien, dire oui ça c'est bien, quand on fait mal on dit c'est mal, quand à droite on pose des actes qui sont bien, on dit c'est bien, qui influencent le jeu politique, qui est un peu comme l'arbitre. Surtout que le nombre de militants dans les partis prouve que beaucoup de gens ne veulent pas adhérer aux partis politiques. Cette expertise acquise tout au long de ces années, Jeannot Millard, aujourd'hui promoteur du cabinet Minader, souhaite la rendre plus utile à son pays en étant de temps en temps sollicité et consulté dans les thématiques relevant de sa compétence. Welcome, Mr. Jeannot Millard. Monsieur Millard, une flèche de vous. Francine Ateba a relevé votre parcours et les différentes casquettes qui sont les vôtres. Oui, je crois qu'elle a dit l'essentiel. Je me reconnais. Alors, nous allons commencer ce parcours, cette aventure de ce soir en vous interrogeant sur votre début. Vous êtes né en 1961 à Ebolova. Comment c'était? Oui, je suis né à Ebolova, comme je l'ai dit. Je commence à aller à l'école là. Ma maman était enseignante à la maternelle. Et puis je vais en BAM. Je continue, primaire. Et puis je rejoins ma maman qui était dans une brousse perdue. Il y a une route à Ebolova, on appelle les Bomam.
à Mokomo. C'est là où j'ai le CEP. Je fais la 6e au collège Bono Ambam. 5e, 3e, 16 la COM2. Nous étions les pionniers. Et puis je viens au lycée des Bolova, seconde terminale, où j'ai mon bac. Et après le bac, je viens à l'université de Yaoundé, où je fais une licence en droit public. Et ça s'arrête là, au parcours académique. Il faut me battre, fils de pauvre, et je rentre dans la vie active. Dans la vie active, vous intégrez... Alors, dans la vie active, j'ai un peu travaillé, comme on a dit, j'ai fait la GEC. J'ai un peu travaillé à la conférence épiscopale pour aider l'aumônier général de l'apostolat laïque de l'époque, qui est l'archevêque de Yaoundé, à faire des rapports, des petits bricoles. Et puis, dès 88, je suis recruté au Saïd. Pour ne pas vous interrompre, bien sûr, mais vous avez à chaque fois dans votre discours fait référence à la GEC. C'est un marqueur dans votre parcours. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quoi il en résulte concrètement? Alors, la GEC, c'est un mouvement d'action catholique, c'est un mouvement international. On l'entoure dans beaucoup de pays. En Afrique, en Europe, en Asie et autres. Alors, j'ai milité là-dedans et notre devise, c'est le voir, juger, agir. C'est ça qui nous façonne. Option pour les pauvres et les opprimés. Disons que tout jeunes, nous avons été formés comme les militants des causes justes. Je vous donne un exemple, pour comprendre d'ailleurs pourquoi je suis allé dans le développement. À la GIC, nous organisions ce qu'on appelle les camps paysans. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'école, le contenu de l'école, de l'éducation formelle, nous coupait de nos origines, nous qui étions fils de paysans. Et on a décidé pendant les vacances d'aller souvent en milieu rural, des camps. Je me rappelle quand je finis mon mandat de responsable national GEC en 87, nous étions plus de 300 jeunes, nous sommes allés à l'extrême nord, dans les villages, travailler avec les paysans, découvrir le monde rural, travailler avec eux, et ainsi de suite. Donc, la GEC, elle est, pour moi, comme j'ai dit, elle faisait une formation humaine, complète. Il y avait le côté intellectuel, parce que nous travaillons sur des projets, sur des formations, nous concevions des choses. Il y avait le côté humain, inculquer un certain nombre de valeurs. Lesquelles, par exemple? Quand je parle de l'option pour les pauvres, c'est les valeurs, par exemple, de justice. Les valeurs comme le mérite. Je crois qu'on a un gros problème aujourd'hui. On apprenait à se battre pour être bon, et même très bon, pour mériter. Parce que ce n'était pas de la faveur. Aujourd'hui, c'est un peu amusant parce que tous les combats aujourd'hui qu'on vit, démocratie, lutte politique, on avait un jeu justement de la démocratie parce que les responsables étaient élus. Nous battions campagne, nous passions au vote, il y avait des gens qui passaient, d'autres qui ne passaient pas. Le vivre ensemble, dont on parle tant au Cameroun. À la GEC, nous étions tous. Si vous retrouvez le réseau des anciennes justices auquel j'appartiens, vous ne saurez jamais qui est Boulou, qui est Bamileke, qui est Betty, qui est du Nord. Donc, il y a comme ça un certain nombre de valeurs d'inspiration chrétienne, mais qui sont morales, sociales, humaines, que ce mouvement nous a donné. Et j'ai beaucoup appris, et ça nous a formés. Même au plan professionnel, quand je me fais recruter au Saïd, c'est parce que j'ai valorisé les acquis de la GEC, où nous faisions des projets, des formations, des rencontres. Je vous raconte une petite anecdote. Nous faisions étudiants et GEC au bureau national, parce que j'étais secrétaire national 3 ans et responsable national 2 ans. Nous allions travailler le week-end en voilier pour préparer, on animait le mouvement dans tout le Cameroun. Et nous finissions les études vendredi soir, et nous travaillons samedi, dimanche. Et la règle, comme on dit en termes de compétences, en termes de mérite, si on vous donne un travail et le faites mal, on vous renvoie. Des gens passaient des nuits entières sans dormir parce qu'ils avaient mal fait leur travail, parce qu'on était critique. Donc, pour revenir au voir, juger, agir, si je parle du voir, nous avons appris à ne pas regarder les choses simplement, mais à les questionner. Le pourquoi et le comment des choses, ça je l'ai appris à la GEC. À juger ce que je vois, ce que j'observe, ce qui se passe. C'est bon, c'est pas bon, avec des références. Nous avons comme référence, on a dit Jésus, les pauvres et les opprimés, un certain nombre de valeurs en termes d'éthique. Pour voir, est-ce que ce qui se passe, c'est ce qui devrait être, ou ce n'est pas ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer en termes d'agir et autres. Donc, voilà un certain nombre de choses. Quand je dis ce mouvement m'est cher, c'est parce que je crois qu'une bonne partie de moi vient de là. Ce mouvement, il existe toujours, vous l'avez précisé. Il existe. Il y a des jeunes. D'ailleurs, on a, en plus, quand nous sommes devenus des professionnels, des adultes,
et même des années avant nous, on a créé le réseau des anciens G6. Donc aujourd'hui, on a le réseau des anciens G6 du Cameroun et dans d'autres pays, et on a le réseau des anciens G6 d'Afrique. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être le premier coordinateur général du réseau des anciens G6 d'Afrique. Donc il existe, il y a même maintenant un réseau d'adultes, de professionnels pour continuer cette militance. La JEC qui est un mouvement chrétien catholique, vous a formé, vous et vos camarades, mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'Église catholique, entre scandale et ceci, cela, pédophilie, est-ce qu'elle n'a pas perdu un peu de cette capacité à former des hommes intègres et valeureux? Non, je crois que l'Église est à l'image du monde. Donc, elle reste avec ses piliers, avec ses valeurs, avec ses convictions, avec ses croyances. Maintenant, il se trouve que dedans, comme c'est des humains, on peut les trouver... jeunes qui intègrent la JEC aussi sont sûrs d'avoir la qualité de la formation et les valeurs qui étaient les vôtres à votre... Alors, ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que le mouvement a connu quelques problèmes et qu'on est même un peu affaibli. Et un des défis qu'on se donne, nous, les aînés, c'est de le renforcer. Je vous donne un exemple simple. À l'époque, la JEC est un mouvement reconnu officiellement. Nous recevions une subvention du ministère de la Jeunesse. Nous recevions une subvention de l'Église au niveau de la conférence épiscopale pour fonctionner parce qu'on anime le mouvement dans tout le pays. Après, nous faisions des petits projets pour recevoir des fonds et les jeunes cotisaient. Aujourd'hui, la subvention du ministère, elle n'existe plus. Même au niveau de la conférence épiscopale, je crois qu'il n'y a pas sous réserve de vérification. Pourquoi les autorités vous ont lâché? Non, je crois que c'est une question un peu de dynamisme parce que vous savez, si vous ne vous battez pas pour vos droits, parfois même si vous les avez, on ne vous les accorde pas. Je crois qu'il y a eu dû avoir au niveau des générations qui nous ont succédé, bon, avec les crises que le pays a connues, quelque chose qui s'est passé au ministère où on a stoppé ça. Mais je crois que c'est un droit qu'on doit revendiquer. Si on subventionne les mouvements de jeunesse au Cameroun, il n'y a pas de raison qu'on ne subventionne pas la JEC. Donc, je dis, comme vous savez, les organisations, c'est un de mes domaines d'expertise. C'est comme un être humain. L'organisation naît, grandit, croît. Après, peut connaître des crises, et ainsi de suite. Donc, je crois que la JEC a connu, à un moment donné, des crises, mais elle vit et doit vivre. Et nous devons la renforcer. Pour nous, c'est un challenge. D'accord. Nous allons continuer avec votre expérience au niveau du Sahel. Ouais. Alors, au niveau du Sahel, j'avoue, ça a été une expérience formidable. Parce que quand je vais faire le test au Sahel, je lis la plaquette et c'était un œuf, le logo. Un œuf qui éclore et quelque chose sort là, le Cameroun. Et on disait, un jour ou l'autre, sortira de cet œuf un mouvement paysan fort. Le challenge du Saïd, sous la conduite d'un Djonga à qui je fais un clin d'œil, et qui pour moi est mon maître en termes de formation, était de faire, on s'est rendu compte qu'en fait, si les paysans, les petits paysans, les petits agriculteurs ne se battent pas eux-mêmes, ne s'organisent pas, on risque de faire des choses contre leurs intérêts. Donc, notre travail a commencé à consister à former, à structurer pour qu'on ait des unions, des fédérations, les premières organisations paysannes fêtières. Ça a été le fait de notre travail. On a travaillé dans tout le Cameroun, à l'extrême nord, partout. Des fédérations, on est même des confédérations. Je dis que c'était passionnant parce qu'on allait vraiment sur le terrain. On travaillait en milieu rural. On réunissait les petits paysans, on les formait. Moi, je me suis occupé du service de la formation dès que j'entre au Saïd. Donc, il fallait l'éveil de conscience. Il fallait que les gens comprennent. On faisait travail d'animation, changement de comportement, la structuration, le fonctionnement de ces organisations, la gestion financière et comptable. Tout cela, la défense des intérêts, pourrait être la différence entre le Sahel tel qu'il a existé à votre époque et aujourd'hui, par exemple, le mouvement syndical des paysans ou l'association de défense des droits des consommateurs. Je crois que le cahier des charges sont presque similaires. Oui, je crois qu'au-delà des noms, la question c'est quelle est la finalité de l'organisation. Donc je crois qu'il y a des similitudes, mais aussi des particularités. La similitude que je vois, c'est
que c'est des groupes qui se battent pour que les intérêts soient pris en compte. Qu'on soit dans les syndicats, c'est des travailleurs. Qu'on soit chez les consommateurs, c'est pour que ce qu'on consomme, il faut défendre les intérêts. Et qu'on soit chez les petits producteurs qui se structurent, qui se battent pour que leurs moyens de travail, leurs conditions de vie. Je crois qu'en toile de fond, dans toutes ces organisations-là, il y a un challenge, c'est qu'on doit se battre. J'ai travaillé au niveau Afrique, après le Chaïd un peu, au réseau APM Afrique avec les petits paysans, et j'avais un leader du Mali qui était président du syndicat des producteurs du Coton. Il disait, une expression que j'ai appris de lui, je ne sais pas s'il a appris quelque part, il disait, ce qui se fait pour vous, sans vous, très probablement sera contre vous. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important pour des gens qui veulent s'assurer que leurs droits et leurs intérêts sont pris en compte, de s'organiser et de se battre pour. Se battre, en parenthèse, en termes de les défendre, de les revendiquer. Et je crois que le travail qu'on a fait pour les petits paysans, c'était qu'ils aient un mouvement fort. On est même allé, on est monté d'un cran parce qu'après le Saïd, j'ai fait le réseau APM Afrique. Et là, on travaille sur la problématique des petits paysans en Afrique. Ça couvrait 15 pays. Et là, on a même commencé, on a créé une université paysanne africaine. Donc j'étais un des formateurs. Pour dire, juste pour chuter, oui. Pour dire, il faut former les paysans sur les politiques agricoles. Parce que si ils ne comprennent pas, on va faire des politiques sur leur dos et des politiques qui ne serviront pas à leurs intérêts. Vu de loin, l'impression que les observateurs ont, c'est que le monde agricole, le monde paysan foisonne. Tellement d'associations s'y inscrivent, s'y développent. Mais est-ce que la situation réelle du paysan, telle que vous l'avez connue sur le terrain et telle qu'elle se voit aujourd'hui, est-ce que sa situation réelle a changé? Je dirais oui et non. Oui et non, parce que je crois qu'il y a dans un certain nombre de domaines et pour certains types d'organisations, parce qu'on ne peut pas, je crois que c'est une question à laquelle on ne peut pas dire oui pour tout le monde. Je connais des endroits au Cameroun où des paysans organisés en coopérative, par exemple, ont eu des meilleurs prix. Je prends l'exemple du cacao. Vous savez, depuis qu'on a libéralisé la vente du cacao, c'est au prix du marché. Alors, le travail qu'on avait fait avec d'autres acteurs à l'époque, c'était de dire aux paysans, producteurs de cacao, regroupez-vous et négociez, on appelle ça des ventes groupées. C'est-à-dire, je ne vais pas vendre mon cacao seul, je le vends avec d'autres. Et on a vu, on est même allé loin pour dire, faites des ventes aux enchères. Ça veut dire que vous bloquez la production et vous négociez avec ceux qui veulent l'acheter et vous vendez au plus offrant. Quand les producteurs arrivent à le faire, mais il faut le faire parce que ce n'est pas donné. Parce qu'un des problèmes, par exemple, c'est que pour bloquer la production, il faut régler le quotidien. Donc si vous n'avez pas une petite ligne de financement pour faire des avances aux producteurs, ils vont être obligés de brader, de vendre aux coxeurs. Mais s'ils arrivent à bloquer la production, à mettre aux enchères leur production, c'est en fait les acheteurs qui vont proposer. Mais puis quand celui-ci va proposer 1000, l'autre va dire 1100 francs, 1200. Au début, c'était un peu amusant parce que les acheteurs s'entendaient pour imposer un prix. Mais comme on a formé les paysans, comme c'était accompagné d'un certain nombre de mesures, comme j'ai dit, préfinancement, stockage de produits et tout, à un moment donné, en fait, c'est l'acheteur qui doit au mur. Il est obligé de monter les enchères pour acheter au bon prix. Donc, ça, c'est un exemple concret que vous pouvez vérifier où on a des choses qui avancent parce que les gens arrivent à faire des ventes. Je prends par exemple l'approvisionnement en intrants, quelque chose qui est important. Je prends par exemple, on parle même des politiques. Bon, les organisations des producteurs sont devenues des plateformes au niveau national, même voire international. Et quand on parle des politiques, ils ont leur parole. On ne peut pas élaborer une politique agricole sans que les agriculteurs eux-mêmes aient un mot à dire. Alors, s'ils ont réfléchi, s'ils ont été bien formés, s'ils ont bien accompagné, ils feront des propositions pour que la politique soit à leur faveur. Les paysans qui nous regardent aimeraient certainement qu'on aborde le volet des choses qui ne marchent pas ou qui n'avancent pas. Non, la première, je crois qu'on a un problème. Je prends le financement au Cameroun aujourd'hui. Le gros problème des financements, c'est qu'on n'a pas un financement agricole. Le financement agricole, ça doit être des taux bonifiés. La banque agricole, on en parle, mais on attend. Comme quelqu'un a chanté, on attend, l'enfant ne vient pas. Donc,
par exemple, pour le financement de l'agriculture, on a un gros problème parce qu'on a aujourd'hui, il manque des types de financement bonifiés. Parce qu'on ne peut pas financer l'agriculture comme on finance, je ne sais pas, l'achat d'une paire de chaussures ou un vêtement, ou alors des aliments et autres. L'agriculture est un secteur délicat où il y a beaucoup de risques et le cycle de production, donc il faut un type de financement adapté. Or, malheureusement, on n'a pas encore aujourd'hui, au niveau national, vraiment un outil de financement. Ça, c'est, par exemple, quelque chose qui est amélioré. La part de responsabilité de l'État dans cette situation. Je viens de parler du financement. Dans tous les pays, y compris en Europe, vous savez, l'agriculture en France est subventionnée. Il y a des guerres, ça me rappelle, parce qu'on a beaucoup travaillé au niveau international sur la question de la petite agriculture, de l'agriculture familiale. Et je me rappelle, les délégués du ministère français, les officiels qui allaient négocier, vous savez, les accords de libre commerce, nous disaient, lorsque nous sommes en train d'aller négocier, nous avons toujours dans notre délégation des producteurs, des paysans français. Parce qu'il n'est pas question d'accepter que dans les négociations, on fasse passer des choses qui vont avoir des conséquences néfastes sur l'agriculture. Donc les paysans sont là pour faire la pression, ils sont dans les délégations et très souvent, ils nous disaient, quand ça chauffe dans les négociations, les paysans prennent la parole et nous on dit aux partenaires d'en face, écoutez, vous voyez, si jamais on accepte ce que vous nous dites, rentrez chez nous, on n'aura plus. Vous savez, en France, quand ça ne va pas, les agriculteurs face, ils viennent jusqu'à Paris, hein, avec les tracteurs, ils déversent tout. Là, c'est l'exemple français. Au Cameroun, le financement est un maillon faible. Ça, c'est un des aspects. Le gouvernement de la République du Cameroun est indifférent à la souffrance des paysans? Indifférent, non. Je crois que ne faites pas dire ça. Mais je crois qu'on essaye des choses, mais on pourrait dire peut mieux faire. Par exemple, la Banque agricole, elle a annoncé depuis, la question c'est pourquoi on n'y est pas. Pourquoi on n'y est pas. Ça, c'est par exemple un outil qui pourrait révolutionner les choses. Je peux prendre note parce que vous avez, je n'ai pas seulement dit ce qui a été fait, mais je dis il y a des choses qui restent à faire, qui restent à améliorer. Il faut, en termes de transformation, je crois qu'on parle d'agriculture de deuxième génération. Nous, ça nous est cher. Mais sauf qu'il y a un risque au Cameroun de croire que l'agriculture de deuxième génération, ça veut dire qu'on va ignorer les petits producteurs. Parce que la tendance, parfois, c'est de prendre les moyens et les gros, et même les agro-industries. Et là, on revient à la question du foncier, qui est un enjeu capital. Il faut éviter que... N'est-elle pas celle de la formation? Non, non, c'est d'abord une question de politique et d'option. Je vous prends un exemple. Au lieu qu'on concède du terrain à une agro-industrie qui vient faire du palmier à huile, et on lui donne 50 hectares, pourquoi on ne dirait pas à la société, en termes de politique, vous venez, les 50 hectares, on laisse les petits producteurs sur leur terre. J'ai un hectare, vous avez un hectare, chacun fait son hectare. Et l'agro-industrie vient pour accompagner, intrants, formation, et rachète, va transformer. D'où vient-il qu'on veuille céder les terres qui sont patrimoine? Les terres au Cameroun ne vont plus augmenter. Hein. Donc, il y a là des enjeux très importants. Donc, quand je dis, il y a, en termes de politique, je dis, agriculture deuxième génération, il ne faut pas faire ça sans les petits producteurs. C'est l'agriculture familiale qui nous a élevés, qui a construit le Cameroun. C'est eux qui faisaient le cacao avant qu'on arrive à tout ce qu'on veut faire. Il faudrait que dans les politiques, on veille à ce que on accompagne, on fasse grandir, on fasse évoluer cette petite agriculture-là. Et qu'on ne pense pas que c'est avec les gros. J'ai parlé d'agro-industrie, ça c'est des multinationales. Parfois aussi c'est des élites. Quand l'individu peut dans une localité prendre 100 hectares, 150, 50 hectares, c'est pour faire quoi? Ce qui est sûr, après un certain nombre de générations, il y aura des crises. Quand j'étais à PM Afrique, nous travaillons beaucoup au niveau mondial. Je suis allé au Brésil. Au Brésil, il y a ce qu'on appelle le mouvement des sans-terres. Donc des gens avec, vous savez, la colonisation portugaise au Brésil a eu ceci, les gens ont pris des grandes concessions, ont fait des grandes plantations et on a dépossédé les petites familles. Pour qu'aujourd'hui, après certaines générations, vous avez des gens qui n'ont pas 10 mètres carrés. Conséquence, ils ont créé un mouvement
qui occupe des terres, qui se bat, qui va en justice. Donc, la question de la terre, la question de l'agriculture familiale, je crois que c'est des enjeux très importants auxquels l'État devrait faire attention, parce que c'est des bombes à retardement. Donc, dans la politique agricole du Cameroun, il y a la question du financement, il y a la question des terres. Quelle option on fait? Moi, j'ai dit, quelqu'un dit, je vais faire 50 000 hectares de palmiers à huile. Au lieu qu'on lui donne des terres qui apparemment sont libres, et qui appartiennent à des communautés, ou dont on aura besoin demain, pourquoi on n'aide pas des coopératives à s'organiser pour qu'on ait 50 000 petits producteurs, chacun avait 1 hectare, et maintenant la société vient avec des intrants pour accompagner, pour assister, pour acheter, et elle va donc transformer. Mais on laisse les gens occuper leur terre, préserver leur terre, ici dessus. Parce que si on ne fait pas ça, donc il y a des choses à revoir. Vous ne pensez pas que peut-être c'est une perspective d'exploitation à l'international de l'agriculture camerounaise, qu'en misant sur ces grosses exploitations, l'État se positionne, essaie de positionner l'agriculture camerounaise sur un marché plus ouvert, en misant sur cette agriculture familiale dont vous avez... Non, on dit la même chose. J'ai dit, au lieu qu'un seul gros ait 10 000 hectares, il vaut mieux qu'on laisse des petits garder leur terre, mais qu'on réussisse à regrouper des petits producteurs qui font les 10 000 hectares. Donc, on a la même superficie, sauf que, au lieu qu'on concède et que ça devienne la propriété d'un gros ou de très gros, les petites familles restent sur leur terre, leurs descendants peuvent avoir leur terre. Maintenant, on organise le système de production. Il y a des normes de qualité en termes de production. Et là, il y a un accompagnement. On les forme, la semence, on rachète. Maintenant, la plus-value, quand on prend la chaîne de valeur, en termes de transformation, si on achète, quand Sokatan, pour ne pas les nommer, sans publicité, achète les noix de palme, les régimes chez les petits producteurs. Si moi j'ai fait 1 hectare, on me les prend. C'est ma palmeraie, c'est mon terrain. Ce qu'ils vont aller faire en termes de transformation, d'huile de palme, d'huile raffinée, de savon et autres, là ils vont gagner, je ne suis plus là. Mais au moins, mes terres sont préservées. Donc c'est gagnant-gagnant. Contrairement à la situation où on viendrait pour dire, bon, comme il nous faut tant nombre de tonnes, on dit, ok, dans telle zone, on concède à X ou Y 50 000 hectares. Les 50 000 hectares tombent d'où? Les gens qui habitent là, si eux, ils n'ont pas de problème aujourd'hui, leurs fils, leurs petits-fils, leurs arrière-petits-fils, ils feront comment? Ils iront où? Donc, je crois que c'est là en termes de politique. Donc, on peut arriver au même résultat, mais en choisissant une politique qui ne fait pas la paire trop belle exclusivement au gros. Moi, j'ai dit, il faut penser aux petits. Et j'ai dit, la question du foncier, c'est bizarre quand on parle au Cameroun, on la déconnecte de la politique agricole, mais il faut mettre ça ensemble. C'est un enjeu de taille, et si on y prend garde, comme on a vu ailleurs, j'ai parlé du Brésil, on aura des problèmes. D'ailleurs, on commence à en avoir. Il y a des endroits où, je parle d'agro-industrie, des élites viennent, 100 hectares, 50, 20, 30, 40. Après, les gens disent, non, ce n'est pas possible. Nous, on fait comment? Si vous prenez toutes ces terres-là. Donc, je crois que c'est ça, les enjeux, des questions auxquelles il faut s'attaquer. Monsieur Jeannot Mila, nous allons marquer la première halte de cette édition d'À vous la parole. Nous avons été rejoints par notre collègue Nadège Jouguin pour les questions des internautes. Alors Nadège, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Comment tu vas? Ça va, ça va. Je te laisse en compagnie de notre expert en décentralisation, Monsieur Jeannot Mila. Bonsoir Monsieur Mila Jeannot. Bonsoir madame. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Comment vous allez? Ça va. Et votre semaine, ça s'est bien passé? Toujours beaucoup de choses. Qu'avez-vous fait de particulier? Ben, écoutez, j'étais dans des rapports, des travaux que j'ai faits. Il fallait, vous savez, chez nous, les consultants, vous faites un travail, vous envoyez au client, il fait des observations. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des rapports. J'étais aussi sur des offres. Donc là, on me sollicite comme expert, je dois faire des propositions techniques. C'est plus essentiellement à ça. J'étais vraiment au bureau, confiné, mais en travaillant. Ok. Alors, vous allez vous prêter au jeu de questions fermées des internautes. Vous allez répondre par oui ou par non.
Waouh. Et puis la dernière question, je vous ferai gré d'apporter votre appréciation. C'est une question ouverte. D'accord, je les préfère si j'avais à choisir. Mais bon, je me prête au jeu. D'accord. La décentralisation est-elle effective au Cameroun? Oui. Êtes-vous pour ou contre la politique menée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya? Oui, en termes de politique, oui. Le Camerounais de basse classe peut-il pratiquer une agriculture de deuxième génération? À certaines conditions. Oui, mais à certaines conditions. Les ONG jouent-elles pleinement leur rôle au Cameroun? Oui, mais une bonne partie, d'autres pas. Oui ou non? Oui, pour D'accord. l'essentiel. D'accord. Trouvez-vous suffisant l'accompagnement du gouvernement camerounais en faveur des jeunes? Ah, c'est bizarre. Oui, oui, les choses sont faites. J'allais dire peut mieux faire. Excusez-moi, mais bon. D'accord. Vu le pic de personnes atteintes de Covid-19, les mesures d'assouplissement sont-elles encore opportunes? Oui, je suis pour, mais avec accompagnement. D'accord. Sinon, on bloque l'économie. D'accord. Et le pire se produit. Ailleurs, on a confiné totalement, ça n'a pas donné de meilleurs résultats. Hein. Je crois que tout est dans comment on accompagne cette libération, en fait, oui, ce verrou qu'on a levé. C'est là où il y a problème. D'accord. La décentralisation est-elle la seule condition de développement local effectif? Non, Ok. il y a d'autres approches. Ce sont des questions fermées. Ok. Les libertés publiques et le droit de l'homme sont-ils respectés au Cameroun? Ça, c'est ouvert ou fermé? C'est une question fermée. Liberté publique, Et les droits de l'homme sont-ils respectés au Cameroun? oui, en partie. J'aime toujours nuancer. Et puis pour sortir avec cette question ouverte, les journalistes des médias privés jouent-ils pleinement leur rôle dans le traitement de l'information? Il y a du bon. Oui. C'est une question ouverte. Vous pouvez C'est ouvert. apporter votre Oui, appréciation. oui, je crois que les journalistes camerounais sont à l'image du pays. Il y a du bon, du très bon, du moins bon, il y a même du médiocre. Le médiocre, je prends déjà ce qu'on appelle, vous savez, j'ai fait beaucoup dans les séminaires, les rencontres, les journalistes, ceux qui viennent là couvrir, vous êtes au Hilton, voilà, on appelle le journaliste du Hilton. Voilà, ça c'est vraiment médiocre. Hein. Du moins bon, parce que c'est des gens soit peu, pas ou mal formés. Parce qu'on dit il y a des principes. On dit par exemple les faits sont sacrés, les commentaires libres, mais quand on suit certains, on lit certains articles, on suit certains, on se rend compte que. Troisièmement aussi, je crois que il y a beaucoup de journalistes qui ont des partis pris. C'est-à-dire on sent dans leur analyse, on ne sent pas une analyse objective qui permet au commun des mortels de se faire une idée, d'apprécier. Donc je dis, on a du très bons journalistes au Cameroun, notamment dans la presse privée, mais je crois qu'il y a aussi du moins bon. Et je pense que ce serait même bon qu'ils s'organisent mieux pour pouvoir distinguer le bon du moins bon. Sinon, après, on mélange tout le monde. D'accord, c'est compris. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Stéphane? Merci Nadège, très bon week-end et certainement à mardi. À mardi. Monsieur Jeannot Milano, on va continuer avec nos échanges. Lors du comice agro-pastoral de Bolova, justement en 2011, le président Paul Biya avait émis le souhait d'une agriculture de seconde génération. Vous y croyez? J'y crois. Sur le principe, tout à l'heure me demandait si je partage la politique. Je crois que l'idée en termes de vision, qu'on doit évoluer dans la culture, il n'y a rien à redire. Maintenant, la stratégie, comment on fait? Vous parlez des boulevards. Je parle par exemple de la mécanisation. Justement, c'est l'exemple le plus frappant de ce souhait présidentiel, ces tracteurs abandonnés dans la broussaille qui avait fait le tour de la presse et des réseaux sociaux. C'est dommage, c'est un gâchis.
Je crois que ça, si on avait à noter, on mettait 0 avec des oreilles. Et s'il y avait à fouetter, on devait fouetter. Parce que je crois que c'est quand même dommage qu'on ait fait un partenariat avec l'Inde, je crois, pour fabriquer ces tracteurs et qu'on n'ait pas pu les valoriser. Et quand on sait comment c'est pénible, je crois que parce que, comme j'ai dit, j'ai fait le tour du Cameroun, j'ai travaillé partout avec les petits producteurs dans les villages. Il n'y a pas de zone que je ne puisse pas connaître. Donc quand on prend, même dans les zones de savane, c'est pénible de travailler à la main. Or, on pourrait avoir, il y a ailleurs ce qu'on appelle des coopératives d'utilisation du matériel en commun. C'est-à-dire vous avez une coopérative, parce que pour qu'un petit producteur ou 2 ou 3 gèrent un tracteur, on peut dire c'est lourd. Mais il y a ce qu'on appelle des coopératives d'utilisation du matériel en commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une coopérative qui a peut-être, je ne sais pas, 200 ou 100 agriculteurs a un tracteur ou 2. Et avec ça, on fait donc des tours pour pouvoir labourer, transporter, ça dépend des fonctions que le tracteur va jouer. Donc je trouve que c'est un gâchis parce que je crois que ça aurait pu booster la production, ça aurait pu rendre moins pénible le travail des producteurs, et je pense justement aux petits. Et il y a des formules, parce que les gens peuvent dire oui, le tracteur est cher. Est-ce que je dis non? On donne à des organisations. Avant de revenir à la formule, est-ce que vous pensez que l'option de créer une usine de montage des tracteurs à Ebolova, c'était la bonne solution? D'autant plus que le tracteur n'est pas forcément utilisé à Ebolova. En zone de forêt. En zone de forêt. Peut-être l'Ouest, le Mbam, peut-être aurait été un meilleur choix. Oui, ça, je crois que c'est vraiment discutable. Je crois que c'est discutable. Je crois qu'il y a eu un débat là-dessus pour dire, mais est-ce que Ebolova était le plus approprié? Bon. Quels sont selon vous les critères qui ont milité en faveur d'Ebolova? Je crois que je ne suis pas le plus indiqué pour répondre à votre question. Je crois que ça va bien. Non, je suis un expert, je n'ai pas été consulté, je n'ai pas été associé. Parce que justement, en matière de projet, quand on veut réaliser un projet, on définit des critères. Par exemple, ça aurait pu être un critère qu'on peut discuter, pour dire le lieu d'implantation. En fonction de quoi? Un critère aurait peut-être pu prévaloir et dire allons implanter là où les tracteurs sont les plus utilisés. On irait en zone de Sahel, de savane. Mais peut-être qu'il y a d'autres arguments techniques. C'est pour ça que je dis, n'ayant pas été associé au projet, il m'est difficile de juger. Mais je sais que ça a beaucoup discuté. Et puis, on peut justement se demander, ce qui est sûr, c'est pas en zone de forêt, par rapport au Cameroun, que le tracteur va être plus utilisé. Il y a un premier travail. C'est dans les jachères. En zone de forêt, il faut qu'il y ait des grandes superficies. Par contre, dès que vous traversez Yaoundé, vous êtes déjà dans le Mbam, vous montez, vous commencez à avoir de grands espaces où il y a très peu de gros arbres et où on peut utiliser. Alors, techniquement, est-ce que ça valait la peine d'aller à Ebolova? Je crois qu'on peut se poser des questions. Concernant spécifiquement cette usine. Non, pas l'usine, ce souhait présidentiel d'une agriculture de seconde génération. Vous, à votre niveau, qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qui coince réellement? Pourquoi ça ne décolle pas? C'est les acteurs de mise en œuvre, moi je dirais ça. Le président a donné le ton. Je crois que la question c'est qui est chargé de mettre en œuvre la politique agricole de deuxième génération. Vous les connaissez? C'est qui? Je crois que là, il faut questionner le ministère de l'Agriculture. Si je les avais en face, il y a beaucoup d'amis là-bas, je leur posais la question, mais qu'est-ce qui coince? Pourquoi on n'y est pas? Mais peut-être qu'il n'y a pas que le ministère de l'Agriculture. Il y a d'autres, parce que quand on dit agriculture, c'est global, c'est aussi élevage et autres. Donc je crois que les ministères ont un rôle. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, par rapport à mon profil, comme vous l'avez dit, expert, de quelqu'un qui pratique, ce serait bien de faire une évaluation. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire, il y a eu une orientation du chef de l'État, il y a eu une politique, il y a eu un discours, il y a eu des documents. Mais pourquoi au niveau de la pratique? Si on investigue, on va se rendre quelles sont les causes. Est-ce que c'est les hommes chargés de conduire cette politique qui ont failli, qui n'ont pas fait le job? Est-ce que c'est les moyens d'accompagnement? Parce qu'on peut aussi faire une déclaration en termes de politique pour dire oui, on y va, mais sans moyens d'accompagnement. Mais à ce niveau-là, moi je pense que les moyens, on les trouve. Je sais aujourd'hui qu'au niveau de l'État,
d'après mes petites connaissances, ce n'est pas mon domaine, pour le budget d'investissement public, aujourd'hui les ministères font des budgets, des projets de budget. Il y a une politique aujourd'hui pour dire un ministère qui a des idées, les vend, défend et demande que l'État mette des moyens. Donc si vous êtes un ministère dynamique, vous allez dire, ok, par rapport à l'attitude de seconde génération, voilà les moyens qu'il faut. Vous allez vous défendre ça lors des conférences et demander qu'on vous accorde des moyens. Donc, je crois que c'est vraiment une préoccupation pour dire, à un moment donné, il y a quelques années, j'étais très intéressé parce que je sentais des choses s'ouvrir au ministère. J'ai entendu un ministre de l'époque, je ne voulais pas citer ton nom, sans rien dire, on a un problème. Pour aller à l'agriculture des générations, il nous faut la matière végétale, c'est-à-dire les semences. Il faut s'assurer qu'on a des semences de qualité et en quantité. Donc il faut investir là-dessus. Et un travail a commencé là. Bon, après on a dit maintenant, il faut pour la production. Il y a tout ce qui est technique, je crois qu'on les maîtrise. Il y a tout ce qui est accompagnement. J'ai parlé tout à l'heure de crédit, d'intrants et autres. On a parlé de facilité de travail, même en zone de forêt. Si on n'utilise pas les tracteurs, il y a les motoculteurs. Il y a même pour abattre la forêt, avec tout ce que cela comporte. Donc, il y a tous les moyens au niveau des techniques de production. Bon, maintenant, il y a la commercialisation. Il faut être sûr qu'il y a les moyens d'évacuation. Il faut être sûr qu'il y a un marché. Et ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'est parlant de la fabrication du pain. Il a été démontré que nous avons des matières au Cameroun qui peuvent aider à la composition du pain. On ne peut pas continuer aujourd'hui au Cameroun à ne manger que du pain de blé. Le manioc, le maïs, la patate, il y a des tests qui ont été faits. Pourquoi on n'a pas le courage politique de dire, à partir de l'instant T, dans chaque pain, il y aura, prenons seulement 30% des produits locaux et 70% de blé, pour ne pas exagérer. Vous savez ce que ça donnerait? Ça va booster la production. Si les gens savent, vous savez pourquoi les gens font le cacao, le café? Parce qu'ils savent qu'il y a un marché sûr. Si je sais, dans ma forêt, moi qui suis du sud, que le maïs, si je le fais, même si j'ai 10 tonnes, on va me les acheter parce que ça aide à fabriquer du pain. Ou si je fais la patate, les gens vont travailler, sachant qu'il y a un marché. Il y a des gens parfois qui produisent, qui n'arrivent pas à vendre. Donc, je dis, pour me résumer, que c'est une bonne question, mais je crois que c'est difficile de répondre comme ça, parce que, on peut dire, est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question d'expertise? Je ne crois pas. Est-ce que c'est une question de volonté? Or, la plus haute autorité a dit, on y va. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'y aille pas? Donc, je crois que ça mérite vraiment une bonne analyse, mais on ne peut que, on n'a que nos yeux pour pleurer, pour se dire, mais pourquoi on n'y arrive pas? Dans un esprit de projection, 2011, 2020, c'est 9 ans pratiquement, le président avait souhaité un Cameroun émergent en 2035. Vous pensez que le Cameroun agricole sera émergent à cette période-là? C'est possible, si on travaille. Mais si on ne travaille pas, on n'y sera jamais, même après 2035. C'est possible. Je viens de donner un exemple simple. Si on dit d'ici 2 ans, politique, fabrication du pain, tout ce qui est importé, je prends le pain, je prends l'autre, on prend le riz. Il y a des produits où on importe avec des milliards. Le maïs, une partie importée, le riz, il est grandement importé. Il y a plein de produits comme ça, alors qu'on a un potentiel. Il y a eu des pays qui ont dit, ok, d'ici 1 an, on n'importe plus tant. On a bien eu, j'aime bien mon maître Ndjonga qui m'a formé, il avait fait ça avec le poulet congelé. Et ça a marché à un moment, dommage, je crois que c'est en train de sauter, pour démontrer qu'on pouvait produire du poulet et ne plus importer du poulet congelé. Et il y a eu un travail qui s'est fait avec des producteurs, des fermiers, et on a vu le marché être alimenté avec des productions. Je crois que c'est ce genre de mesures fortes, avec des mesures d'accompagnement, qu'il faut, pour dire par exemple, pour le maïs, d'ici 1 an, 2 ans, on ne doit plus importer le maïs, on doit exporter. On doit le transformer. Les brasseries et autres, tout ça là. Le riz, on dit, c'est pas normal, avec des bassins comme celui de Yagua, Ndop et autres. Il est même démontré, d'ailleurs ça a été une pratique, nous quand on était petits, on cultivait du riz dans les bas-fonds, dans les marécages, pour nous de la forêt. Il est démontré, il y a des variétés. Mais pourquoi on n'arrive pas à dire, on se donne, parce que nous en développement, on se fixe des objectifs avec des indicateurs. On se dit d'ici 2 ans, il n'est plus question que le Cameroun importe un grain de riz de l'étranger.
Et ça demande, on sait ce que le Cameroun consomme, ça demande des moyens de production. On a des producteurs de riz, on a des bassins. Je suis en train de travailler sur un projet dans la zone de Lagdo et Benoué. Quand vous arrivez à Lagdo, vous voyez le nombre de terres irrigables possibles. Et vous voyez combien de terres sont mises en valeur. Vous avez des yeux pour pleurer. Pourquoi on ne rentabilise pas tout ça? Donc je crois que c'est ce genre de mesures fortes qu'il faut. Si on le fait, même la transformation en termes d'industrialisation. J'ai suivi des débats où il est démontré qu'avec la farine de banane plantain, on peut faire même du pain et autres. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et il paraît que c'est des projets qui existent, qui sont dans des documents, dans les papiers. Donc je crois qu'il faudrait simplement que ceux qui bloquent ce genre de projet sachent que la conscience et l'histoire les jugera. On a tout ce qu'il faut juste travailler. Si on travaille, on va y arriver. Mais si on ne travaille pas, on va commencer à importer même ce qu'on produit aujourd'hui. Justement, vous qui avez beaucoup voyagé, qui avez fait le tour du monde agricole, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la capacité de la production camerounaise, à plus large échelle, on pourrait même dire africaine, face au marché européen. Est-ce que vous pensez que l'Afrique, ou le Cameroun en l'occurrence, a les moyens d'être présent sur ce marché-là? Bien sûr. Quand on connaît les différentes normes qui y sont appliquées? Non, bien sûr. On peut. Il y a certains produits africains qui sont sur le marché européen. Allez à Paris, allez à Bruxelles, vous allez trouver des produits. Bon, maintenant, parfois c'est des produits, j'en ai pas de voie clandestine, mais on les trouve. Mais si on veut... Est-ce qu'on est au village? Il y a des normes. Non, il y a des normes. Par exemple, pour l'ananas, je sais, c'est pas vraiment mon domaine, je sais par exemple en termes de calibre, de grosseur. Apparemment, les autres n'aiment pas. Bon, il y a tout ce qui est les pesticides et ainsi de suite. On a des techniciens, on a des experts qui peuvent accompagner les producteurs pour faire dans les normes de manière à ce que ce soit exporté en Europe. C'est faisable à travers des coopératives, à travers des experts, à travers des moyens. Onéreux selon des études. Bon, encore qu'il faut vérifier. Je ne sais pas quelles études ont montré que ça a un coût plus onéreux. Aujourd'hui, le démontrer, par exemple, en termes d'utilisation, je crois qu'on a l'art de vouloir trop consommer l'ailleurs. Cette tendance à trop consommer les pesticides, c'est parce que la production locale ne suffit pas à satisfaire le marché local. Non, peut-être qu'il y a un déficit de production qui ne comble pas les attentes des consommateurs locaux. Actuellement, prenons le cas du riz par exemple. Oui. Comment se fait-il que le marché camerounais soit inondé de riz venu de Thaïlande, de Chine, alors qu'il y a une production de riz au Cameroun? Oui, pas la production camerounaise. Parce que d'abord, elle est insuffisante. Justement, peut-être c'est le déficit. Elle est insuffisante. Et pourquoi? Parce que je crois qu'on a privilégié d'agréer de gros importateurs. Ceux-là qui importent le riz de l'étranger, d'Asie et de partout, pourquoi j'allais dire sommet, non, c'est pas le mot, pourquoi on ne travaille pas avec eux pour que, si vous êtes un gros importateur, que vous investissiez plus tôt. J'ai dit, il y a des terres. J'ai dit, je vais parler de Lagdo. Quand vous arrivez à Lagdo, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Donc, on peut faire du riz. Pourquoi on ne dirait pas à ce genre, au lieu que vous importiez, faites du riz local. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme s'il y a un double langage. D'une part, un discours qui dit, OK, on y va, il faut produire, il faut consommer camerounais. Mais de l'autre, il y a une pratique qui veut qu'on donne des agréments à des gens qui ne font que ça, font venir des bateaux de riz et du riz de très mauvaise qualité. Donc moi je crois que là, il y a un problème, il y a une adéquation entre le discours qui déclare des choses et les pratiques. Vous avez parlé d'Afrique et du Cameroun. Les gens viennent, bon, on a parlé de Haut-Sanaga, il paraît qu'il y a les Chinois ou c'est pas de l'Inde ou les Coréens, à qui on donne des terres là-bas pour produire du riz. Pourquoi nous-mêmes on ne fait pas ça? Donc je crois qu'on a besoin de mesures d'accompagnement. On doit inciter les gens à produire. Il y a des mesures d'incitation. De la même façon qu'on a à un moment donné, on a exonéré l'importation des produits de première nécessité. Pourquoi on ne prend pas des mesures d'incitation pour qu'il y ait une production locale, de qualité et en quantité? Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Mila, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vous connaissent. Et justement, une personne a décidé de parler de l'homme que vous êtes, de comment est-ce que vous avez fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et cette personne, nous allons
tout de suite l'écouter. Je connais Jeannot Mila depuis longtemps, depuis 1996. Bon, à l'époque, j'étais directeur d'Inades Formation et j'étais un peu leur aîné. Lui, il était au Sahel et ils ont décidé avec quelques amis de mettre en place, de créer une ONG qui s'appelle le Canadel. Et là, ils sont venus me voir et Jeannot a bien voulu que je sois le président du conseil d'administration de cette ONG-là. Donc de 1996 à 2009, où il a décidé de partir de ce poste pour se mettre à son propre compte. Nous avons travaillé dans le cadre de cette ONG-là, et puis après, des relations d'amitié, de collègues, etc., nous les avons développées jusqu'aujourd'hui. Donc c'est une personne qui a beaucoup de qualités, hein. C'est quelqu'un de très pondéré. Il est calme, il est pondéré et on se demande parfois s'il s'énerve. Il est aussi assez tolérant et une autre qualité, c'est qu'il est généreux. Il partage, il donne et ça c'est sur tous les plans. Au plan professionnel, au plan humain, au plan social. Donc cette générosité-là. Et aussi, l'une des qualités, c'est que c'est un professionnel accompli. Parce qu'il faut bien le dire, Jeannot est consultant international et puis il réalise des missions de très grande portée de haut vol. Hein. Donc, dans son domaine, que ce soit en développement organisationnel ou dans le domaine qu'il affectionne le plus, c'est-à-dire la décentralisation, le développement local, ou même, comme ces derniers temps, il s'investit dans la médiation avec la Banque mondiale. Donc, c'est quelqu'un qui a toutes ces qualités-là au plan professionnel. Bon, maintenant, défaut, comme tout le monde, je pense qu'il en a, mais je n'en ai pas beaucoup vu parce que le type de nos relations est un peu, il a ses valeurs, disons, traditionnelles qui consistent à respecter les aînés et l'aîné que je suis. Lui m'a toujours respecté. Et je pense que l'un des défauts que nous avons en commun d'ailleurs, c'est de trop faire confiance. Hein. Parfois, quand on fait trop confiance, tout cela frise la naïveté. Et il est souvent surpris, pour ne pas dire désabusé, face à certaines déceptions, hein, que ce soit de la part des collègues ou de certains amis. Donc c'est un tout petit peu cela, Jeannot. Sinon, c'est une personne vraiment tranquille, easy going, comme disent les Anglais. Et voilà, c'est un peu cela que je pourrais dire. Je pourrais en dire plus, hein, parce que côté professionnel, surtout, puisque nous travaillons dans nos mêmes secteurs d'activité, là, il a cette personnalité, puis c'est quelqu'un qui rassemble beaucoup. Et ses activités dans la GEC, hein, la jeunesse estudiantine chrétienne, je pense, l'ont moulé et ça fait que c'est une personne de bonne moralité. En un mot, pour moi, c'est une personne fiable, tant dans le domaine privé que dans le domaine professionnel. Et si je le dis, c'est pas des flagonneries, je ne le flatte pas, il connaît mon franc-parler, je le dis, il est comme ça. Nous étions avec M. Itono, c'est un ami de M. Jeannot Mila, c'est un expert en décentralisation. Alors, il a parlé de vous en des termes très flatteurs. Je suis honoré. Disons que moi, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Pour moi, il est un des modèles, parce qu'il a un parcours atypique. Ça, il était haut fonctionnaire, il a démissionné.
Il a décidé d'aller dans une ONG et après, il est devenu consultant. Il a un cabinet comme moi. Je crois que pour moi, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait et j'essaie de faire autant. Donc, oui, je ne peux qu'être flatté par tout ce qu'il a dit. Bon, je le connais comme il l'a dit. Je crois que c'est sincère. D'accord. Nous allons prendre la première tranche grille de SMS. L'émission étant interactive, M. Mila. Nous allons essayer de restituer ici ce que nous font l'honneur, l'amitié de nous suivre ce soir, penser les thématiques que nous abordons. Alors, le tout premier SMS est celui-ci. Bonsoir à vous. Ma question est de savoir quelle était la motivation de M. Mila lorsqu'il a embrassé sa carrière d'expert en décentralisation, au lieu de penser à l'INAM, comme l'auraient fait beaucoup de jeunes, surtout qu'à la fin de ses études, en 88, il était assez facile d'y accéder. C'est Fanny Aboum qui signe le message. On va prendre le second. Bonsoir Info TV. J'aimerais savoir, selon M. Mila, pourquoi les jeunes ont de plus en plus de mal à opter pour l'agriculture. C'est Arnaud qui signe le message. Le prochain. Bonsoir Monsieur Mila. Est-ce que vous-même vous êtes un agriculteur? Si oui, où se trouve votre plantation? Le message n'est pas signé. Prenez la peine, chers téléspectateurs, de signer vos messages. Alors, vous-même vous êtes agriculteur, où se trouve vos plantations? Bon, je crois qu'on ne peut pas tout faire. L'agriculture, pour le moment, je m'investis à ce que je fais en termes d'expertise, avec tout ce que cela entraîne, et j'essaye de bâtir ma vie. Mais évidemment, je pense déjà à ma retraite. Je ne voudrais pas faire de l'agriculture gadget. Vous savez ce que j'appelle l'agriculture gadget? Non. C'est qu'il y a des gens qui font de l'agriculture, ont de grosses exploitations, mais ils ne vivent pas de ça. Conséquence, vous allez trouver plein de plantations abandonnées. Donc, je n'ai pas voulu commencer quelque chose que je ne suive pas. Est-ce que c'est pas mieux de pratiquer ce qu'on dit? Le temps que de rester dans non, je crois qu'on ne peut pas. Si je fais de l'agriculture, je dois m'y investir. Je suis parti en Afrique, ailleurs, au Cameroun. Donc, pour faire l'agriculture, je crois qu'il ne s'agit pas simplement de prendre 2-3 employés. Il faut y être. Et c'est pour ça que dans mon plan de vie, si Dieu me donne encore quelques années, justement, je pense que maintenant que je commence à amorcer, à penser à un moment donné où je ne vais plus trop travailler, je commence maintenant et mon projet, s'il veut que j'en parle, je vais faire de l'agriculture, mais autrement. Pour évacuer rapidement les questions des téléspectateurs, pourquoi en 88 je décide. Vous décidez de... Oui, je crois que c'est une question pertinente parce que j'ai fait droit public. L'ENAM, par exemple. Je crois que j'ai parlé beaucoup de l'AGEC. Elle m'a formé, elle m'a inculqué des valeurs. Avec l'AGEC, on a fait ce qu'on appelle les camps paysans. Donc on a commencé à aller, on allait en Banjok, on allait en milieu rural travailler avec les paysans, avec les producteurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait matière à faire, à travailler. Donc, ayant déjà pris goût à ces camps paysans, à faire des petits projets. Pendant qu'on était à l'AGEC, on faisait des petits projets. La forêt inspirait plus. Voilà. Le bureau feutré dans quand je finis le travail, j'ai mon diplôme, tout de suite, je vois une ONG qui dit qu'elle veut recruter des jeunes diplômés en enseignement supérieur. Je dis ça, je crois que c'est mon challenge. Avec tout ce que j'ai fait à l'AGEC, il faut que j'aille. C'est comme ça que je décide. Donc c'était vraiment par conviction. Et c'est parce que j'y croyais. Et je pensais que j'allais être plus à l'aise. Et je crois que si c'était à refaire, je ferais ça. Et la question sur le choix de la jeunesse de ne plus trop s'intéresser au monde agricole? Bon, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a qui peuvent le faire, mais qui ne veulent pas le faire parce que je crois qu'ils se trompent. On est encore dans le rêve. Vous savez, on a eu un système où on a un système éducatif qui laisse croire que faire des études, diplôme égale travail, travail égale fonction publique ou assis dans un bureau. Je crois que la culture d'entreprise n'est pas encore très inculquée, au moins dans certaines parties du Cameroun. Parce qu'il faut le dire, nous on est du centre-sud, la zone de forêt. Les jeunes, quand vous dites d'aller faire l'agriculture, donc en partie c'est parce que les jeunes n'ont pas encore compris, vu l'intérêt, et ne comprennent pas qu'on peut, en devenant agriculteur,
être mieux. J'aime toujours dire aux gens, ce serait bien que chacun étale son salaire. Ceux qui sont à la fonction publique ou les salariés, pour voir si ce qu'ils gagnent permet de joindre au but. Or, si on fait bien, donc beaucoup n'y vont pas parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont la culture, la mauvaise de notre éducation qui pense que travailler c'est être salarié, salarié c'est être fonction publique et autres. Même quand vous dites privé, dans notre domaine du développement, il y a des jeunes, quand vous allez travailler dans les ONG, dans les projets, disent ah, je veux le matricule, je veux la garantie. Donc ça c'est d'un. D'autres ne font pas parce qu'ils ne sont pas accompagnés ou suffisamment. Il y a des jeunes qui veulent, n'ont pas de terre, c'est un problème à régler. Même s'ils ont la terre, il y a un minimum, un package. Parfois, on suit des jeunes qu'on a formés, après on lui a donné une dotation, on lui a donné 100 000, une brouette. Non, je crois qu'on devrait étudier. Si je veux faire de l'agriculture, heureusement qu'il y a des projets qui commencent. Je connais, il y a un projet à l'heure actuelle financé par le FIDA, PA Jeunes, qui fait quelque chose de pas mal. On forme des jeunes. Il y en a qui commencent avec un minimum de 5 millions. Mais c'est très réduit. Donc je crois qu'il y a un problème d'accompagnement. Je crois que s'il y a vraiment une politique claire, où dans toutes les zones, on peut dire un jeune qui veut, un, tu peux avoir la terre, deux, on te forme. Quand on finit de te former par rapport à ce qu'on fait, on te donne même un crédit, parce que je ne suis pas pour le gratuit, on te donne un crédit que tu vas rembourser, petit à petit, et ainsi de suite, et on t'accompagne. On ne te laisse pas. Je crois que beaucoup feraient. Et puis, il faut que les gens comprennent. Hein. Si les gens, j'ai dit tout à l'heure, agriculture, ce n'est pas lancé, on dit oui, il va faire du maïs. Il faut que les jeunes comprennent que s'ils s'engagent dans la filière maïs, quand son maïs est prêt, il est un preneur qui achète ou il peut transformer. Donc je crois que c'est un peu tout cela qui fait que c'est un peu normal aujourd'hui que beaucoup de jeunes regardent ça avec dédain. Monsieur Mila, nous allons procéder à la seconde halte de cette édition d'À vous la parole. Nous allons rejoindre la régie pour l'instant pub. Il était 8 h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec entre autres le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale, elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan.
Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là-dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement, pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Retour sur le plateau d'À vous la parole. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent à l'instant que depuis 21 h, bien évidemment, nous sommes en compagnie de Jeannot Mila. C'est un expert en décentralisation et développement local. Monsieur Mila, nous allons repartir justement sur les thématiques liées à la décentralisation. Alors, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment l'appréhendez-vous depuis les nouvelles lois? Comment se porte la décentralisation au Cameroun? Moi, je crois qu'elle avance. Elle avance. Pour nous qui avons eu la chance de travailler sur le processus au Cameroun depuis le début et ailleurs, parce que j'ai eu l'avantage d'être expert pour la conférence africaine des ministres de la décentralisation et du développement local. Donc ça m'a permis de comparer avec ce qui s'est fait dans d'autres pays. Je crois qu'on avance. On avance, parfois à petits pas, mais on avance. Je crois que quand on voit d'où on sort, et là où on se situe, très objectivement, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Pour maintenant, le chantier reste immense. Pour permettre à ceux qui nous suivent et qui ne sont peut-être pas au fait de l'actualité sur la décentralisation, est-ce qu'on pourrait avoir un bref historique de la décentralisation au Cameroun depuis l'existence de l'État du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Comment a-t-elle été échelonnée? Je crois qu'au niveau du Cameroun, contrairement à d'autres pays africains, parce que c'est bien de comparer, si on compare avec un pays comme le Mali,
Le Mali, quand ils entrent en décentralisation dans les années, je crois, 2000, il n'y a jamais existé de communes au Mali. Jamais. Il fallait faire le découpage du pays en communes. Le Cameroun, je crois que l'histoire de la commune est aussi lointaine que le pays. Donc, il y a eu simplement des évolutions. Donc, on a eu des communes, on a eu des administrateurs municipaux, sous-préfets, maires, et tout ce qu'on a eu, les communes de plein exercice, de moyen exercice. Donc, je crois qu'il y a une traduction en termes de municipalité. C'est simplement en termes de contenu et de responsabilité que les choses n'ont pas été. Alors, il y a eu donc un peu, ça a été boosté avec les lois de 94, oui. Là, on est passé à une autre étape. Une autre étape où on a donné une impulsion. Et depuis cette impulsion-là, je crois qu'il y a eu des avancées. Ce que moi je prends comme avancée, c'est par exemple en termes de transfert des compétences. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? La première fois que l'on évoque la décentralisation sur le constitutionnel au Cameroun, c'est la loi de 1996 qui place la décentralisation comme un système. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps si la décentralisation est aussi vieille que l'histoire? Non, les communes. J'ai dit les communes. C'est-à-dire le découpage du pays en communes. Ça date. Oui. Comparé à des pays où il n'y a jamais eu de communes. J'ai pris l'exemple du Mali. Donc, alors, pourquoi avoir attendu? Je crois que c'est malheureusement ça dans tous les pays africains, ou presque. On a bâti le développement du pays sur un mode centralisé, surtout les pays francophones. Il faut le déplorer. On a hérité d'un mauvais système, en parenthèse, où on pensait que depuis la capitale, on peut construire le pays. On a essayé. Malheureusement, au bout du compte, on s'est bien rendu compte qu'en fait, le développement qu'on voulait en termes de bien-être des populations ne pouvait pas se faire à partir de la capitale. Et c'est pour ça que, avec beaucoup de mouvements, tout ce qui est démocratisation, multipartisme et tout, on s'est rendu compte qu'en fait, il faut repenser la stratégie de développement du pays. Nous, on appelait ça dans certains réseaux, il faut refonder l'État. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que quand on parle de décentralisation, je ne sais pas si les gens mesurent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut repenser le mode de gestion des affaires publiques au niveau du Cameroun. Et ça touche tout. Et je crois que c'est un des problèmes. Vous avez demandé un des problèmes, si j'anticipe, c'est que quand on dit décentralisation, ça touche à tout. C'est systémique. Mais parfois, on fait comme si c'est sectoriel. Quand on dit décentralisation, allez dans une commune, regardez les compétences. La commune gère tout. Les nouvelles compétences ou les anciennes? Même avant le code. Même avant le code, on avait commencé le transfert des compétences. Est-ce qu'il était réellement effectif? Non. Transfert-là. Attendez. Est-ce qu'il existait sur les documents, mais est-ce que les élus locaux sur le terrain avaient la possibilité de pouvoir l'appliquer? Non, ça c'est autre chose. On a transféré les compétences ou le travail. Costaud. Maintenant, est-ce qu'il y a eu suffisamment de mesures d'accompagnement pour que ces compétences transférées soient opérationnalisées de manière effective et à plein régime? Là, on dit non. On a transféré beaucoup de compétences, mais les ressources, je l'ai dit à l'entame, quand on préparait cette émission, là, à l'entame, les ressources financières n'étaient pas en adéquation avec le package du travail. Deuxièmement, les ressources humaines, les compétences, les hommes qui devaient mettre ça en œuvre n'étaient pas à la dimension des compétences travaillées. Troisièmement, il y a des mécanismes qui bloquent. Je prends un mécanisme, c'est que l'évolution a voulu qu'on dise, ok, maintenant pour réaliser les projets d'investissement public, ça se fait au niveau des communes, les salles de classe, les points d'eau et tout, sauf que on a gardé ça dans la nomenclature de la gestion publique à l'ancienne, où tout passe par le trésor public. Unicité des caisses de l'État. Voilà. Or, on sait bien que dans la pratique, c'est la croix et la bannière. Entre le moment où on passe un marché, où on sort un carton, je vous passe le détail, ce n'est pas mon domaine, et la réalisation effective, on aurait pu choisir de dire, si une commune a un paquet d'argent, on le met dans un compte, on contrôle, on suit.
Si vous passez un marché, quelqu'un est payé, le réalise, ainsi de suite. Donc, je crois que oui, l'intention depuis est bonne. Des choses ont été dites et faites, mais il reste des choses qui coincent. Pour revenir précisément au niveau de la ressource humaine, la défaillance se situe à quel niveau? Disons que la défaillance, c'est simplement que si vous allez dans les communes, et là je parle expérience vécue, pratique. À un moment donné, j'ai travaillé comme expert des Nations Unies pour une commune de Yaoundé 6, pas très loin de nous. J'avais 1 an pour travailler, pour des projets et tout. Et dans mon cahier de charge, il m'était demandé à la fin de préparer une équipe de la commune pour continuer mon travail. Alors, je suis allé dans le fichier du personnel pour voir le background, le profil des équipes, pour voir qui je pourrais. Je vous assure, en plein Yaoundé. C'est vrai, le diplôme ne fait pas compétence, mais malheureusement, dans notre système, ça peut être une base. Après, on peut voir comment former. On avait du mal à trouver, comme personnel de Yaoundé 6, ils étaient, il faut les compter au bout du doigt, des gens avaient fini les études secondaires. Donc, le gros, c'était des gens avec le CP, le BPC, pour collecter les tickets sur le marché. Si vous prenez, par exemple, une commune qui doit faire des projets, a besoin d'ingénieurs. Combien, en dehors des grandes mairies, hier, comité urbain, combien de petites communes, je préfère dire comme ça, ont des ingénieurs dans leur staff? Une commune doit monter des projets pour chercher de l'argent. Combien ont des experts en montage de projets, avec tout ce que cela comporte? Donc, c'est à ce niveau-là qu'on dit la qualité des ressources humaines n'est pas cohérente avec le paquet de travail qu'on a confié à la commune. Ça, c'est côté ressources humaines. Pour l'argent, c'est évident. J'insiste sur la ressource humaine. Est-ce que le problème ici n'est pas celui de l'ambition des managers de communes, des maires, si je peux les appeler? Est-ce que le maire qui arrive, qui se rend compte de cette faiblesse des ressources, de son conseil, par exemple, ne peut pas faire appel à une expertise extérieure à la commune? Il faut payer. Le maire peut vouloir recruter, encore que là aussi on a verrouillé, hein. Je n'ai pas révisé, mais il y a quelques instants, quand un maire voulait recruter un cadre, il fallait qu'il ait l'autorisation du ministre. Hein. Donc, admettons que le maire va recruter, mais il faut qu'il paye. Vous savez que déjà aujourd'hui, avec le peu de personnel qu'il y a, quand les CAC ne tombent pas, on fait 2-3 mois avec des arriérés de salaire. Donc il faut payer et payer bien. Pour qu'un ingénieur, pour qu'un expert accepte d'aller travailler une commune, il faut qu'il ait un bon salaire. Où on trouve la ressource? La ressource financière ne permet pas ça. Nous, à un moment donné, on a dit, mais pourquoi l'État ne redéploierait pas son personnel, parfois pléthorique? Vous allez dans certaines administrations, vous trouvez des gens qui ne font rien. Pourquoi? Parce que c'est un débat aujourd'hui, on parle de la fonction publique locale, je ne sais pas si on va recruter. L'État a du personnel qu'on paye. Je ne vais pas dire pour rien, mais c'est tout comme. Certains au moins. Alors, pourquoi on ne redéploie pas ce personnel pour dire, comme le travail se fait maintenant dans les communes, au lieu que dans les délégations d'arrondissement départemental, régional et même ministère au niveau central, pourquoi en fonction des profils des besoins, on n'affecte pas ces gens que l'État paye? L'État s'occupe de leur salaire, peut-être la mairie donnerait une indemnité. Ça, ce serait un début de solution. Parce que si on alourdit les charges en termes de personnel, si les mairies doivent recruter, le personnel, la qualité coûte cher. Il faut avoir de l'argent. Et on risque d'alourdir les charges de fonctionnement. Donc je crois qu'il y a là quelque chose à bien réfléchir. Moi, je suis pour, au lieu qu'on recrute un personnel fonction publique locale, j'allais dire, qui soit vraiment personnel communal, je suis pour que on gère le personnel de l'État, qu'on le redéploie et qu'il aille là où le travail se fait. Au lieu qu'on ait dans une délégation départementale 4 ou 5 ingénieurs, ou c'est pas délégation d'arrondissement, pourquoi on ne les affecterait pas? Si chaque commune a un ingénieur payé par l'État au niveau salaire de base, la commune donne une indemnité, je crois que ça aiderait à faire avancer les choses. Qu'est-ce qui freine la mise en application effective de la décentralisation au Cameroun? Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par mise en application effective. Pourquoi? Pour moi, je pense que la décentralisation est effective. C'est un débat que je suis beaucoup sur les plateaux. Je ne sais pas quel est l'indicateur.
En développement, on parle d'indicateurs. Quelle est la mesure qui fait dire aux gens que la décentralisation n'est pas Justement, beaucoup d'élus, de maires, qui ont défilé sur ce plateau ont évoqué certains textes de loi. Par exemple, sur le code, l'article 76, qui soumet l'élu local à une autorisation du représentant de l'État. N'est-ce pas là un frein à l'émancipation des communes? Il y a quelques jours, j'ai suivi un débat très intéressant sur votre chaîne à propos. Et je crois qu'il y avait un débat avec beaucoup de panélistes. Je pense que c'est, excusez-moi de dire, un faux débat. Et c'est ça, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai travaillé sur la décentralisation au Cameroun et en Afrique. Et en Afrique, on a comparé ce qui se passe dans les pays francophones et dans les pays anglophones. Les pays francophones sont malades des textes et des institutions. Je ne sais pas combien de textes on a sur la décentralisation. Mais là, nous avons un exemple précis. Combien d'institutions? Non, c'est pour vous dire qui apparaît comme un frein. Non, dans la pratique, il y a eu une évolution. On dit que l'autorité du tutelle fait le contrôle de la légalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un maire, avec son conseil, avec ses experts, doit s'assurer que ce qu'il fait est conforme à la loi. Si c'est le cas, il l'envoie. Et le préfet, parce que quelqu'un doit quand même, je crois qu'on est dans un état, donc disons l'option qui a été prise. Donc le préfet n'est pas juste l'opportunité. Il ne va pas dire non, pourquoi vous avez fait ci, ça. Il doit vérifier si ce que vous avez décidé de faire ne va pas contre la loi camerounaise. Et même ça, vous avez beaucoup vu que le tribunal administratif joue beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que certains conflits entre l'autorité et tutelle, c'est le tribunal administratif qui doit dire oui, c'est ça ou c'est pas ça, en termes de conformité à la loi. Donc, pour me résumer, je crois que non. Je crois qu'il faut, chez les anglo-saxons, c'est la pratique. Moi, je veux qu'on parle de la décentralisation au niveau pratique. Ce n'est pas les textes, le juridisme là. Est-ce que telle loi, tel article? Non, ce n'est pas ça qui va changer la donne. Aujourd'hui, les maires sont élus avec leur conseil. Les maires ont un budget autonome. Le maire peut chercher l'argent, il peut monter des projets, il peut attirer les partenaires, il peut mobiliser les populations et faire des choses. C'est là où on les attend, c'est là le chantier. Sortons un peu la décentralisation des textes et des institutions, parce que c'est ça qui tue et qui donne beaucoup de pesanteurs. Travaillons en sachant que ça va s'améliorer. Il y a des pays, bon, comme on aime bien citer la France, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à vouloir réviser les textes. Il y a trop de textes. Appliquons déjà ce qui est là. Il y a déjà des marges là-dessus. On ne les exploite même pas suffisamment. Je crois que le problème aujourd'hui des élus, il y a une nouvelle vague. Je leur fais un clin d'œil. Il faut que le maire sache. Il y a quelques années, on formait des maires. Il y a un maire qui nous a dit, il n'y a pas une école de maire. Il dit, avant d'être élu maire, je faisais mon business, mes affaires, mes entreprises. Maintenant, je me rends compte que la mairie, c'est complexe. Donc, c'est bien de nous former. Je crois qu'il faut que quelqu'un qui prenne la mairie sache que c'est complexe. Il y a une dimension politique. Politicienne avec son parti. Il y a une dimension politique, les combats avec les autres élites. Il y a une dimension économique. Il faut produire des GC et ainsi de suite. Il y a une dimension sociologique, les groupes et tout. Il faut gérer les territoires. Tout cela, pour le maîtriser, il y a même un volet managérial. Tu as une équipe à la mairie. Il faut gérer les ressources humaines, les compétences, recruter, évaluer, ainsi de suite, motiver, inciter, ainsi de suite. Tout ça, c'est trop de travail. Il faut le faire. Il faut bien le faire. Je crois que beaucoup ne sont pas préparés à ça. Il faut qu'ils le fassent. Maintenant, si chemin faisant, il y a des blocages, je ne peux pas nier ça, mais je pense que le gros peut être fait. Ce qu'on dit du préfet, il ne faut pas faire un focus sur le préfet. Je crois qu'on a réduit au strict minimum la place du préfet en termes de contrôle de légalité. Le maire a des coudées franches. Maintenant, il faut qu'il travaille. D'accord. Monsieur Jeannot Mila, nous allons arriver à la troisième halte de cette édition d'À vous la parole. C'est la rubrique concernant les visages. Nous allons vous présenter une galerie de visages sur lesquels vous aurez à émettre une opinion brève, succincte, et nous vous donnons la possibilité, en fin d'exercice, de pouvoir émettre un avis un peu plus argumenté sur le dernier ou l'avant-dernier visage. Alors, si toutes nos équipes sont prêtes, nous allons débuter avec le tout premier visage de cette édition d'À vous la parole. Oui.
c'est l'archevêque de Yaoundé. Moi, je l'ai connu comme prêtre. Il était mon aumônier national. J'ai beaucoup parlé de GEC. Quand je suis élu responsable national à la GEC du Cameroun pendant 2 ans, il est mon aumônier national. Il m'a beaucoup marqué par la rigueur au niveau du travail. Je parle par exemple des questions d'argent. On est très pointilleux. 100 francs. Mon trésorier national de l'époque, c'est le préfet actuel du Vouri. Donc je garde un très bon souvenir de lui et je le connais par ailleurs. Prochain visage. Ah, ça c'est l'homme qui m'a formé. Après la grande formation à la GEC, quand j'entre la vie professionnelle, c'est lui qui me recrute. Je commence comme stagiaire. Après, il allait recruter un expert au Sénégal. À peine 6-8 mois, il décide de me confier le service de formation des paysans. Il renvoie le Sénégalais qui n'était pas apte avec lui. Après, je suis devenu directeur adjoint de programme et tout. Donc, c'est quelqu'un qui m'a moulé dans le domaine du développement en termes d'expertise, en termes de formation. Et j'ai beaucoup... Je crois qu'il c'est un génie au niveau des idées. L'idée du mouvement paysan, vous avez suivi les poulets congelés et tout. Bon, aujourd'hui, il a décidé d'entrer en politique. Bon, je lui fais un clin d'œil. Si je le vois, je lui dirai ce que je pense. Le prochain visage. Ah, ça c'est Pierre Jarin. Je vous ai parlé de... Je travaille au Cameroun, le réseau APM Afrique, sur la question des petits producteurs en Afrique et dans le monde. Donc, lui, il travaille dans une fondation qui était notre partenaire. On a fait le monde. On a été en Asie, en Amérique latine, en Europe, en Amérique, pour travailler de la problématique des petits producteurs de l'agriculture familiale. C'est-à-dire que nous menions un combat pour dire on ne peut pas vouloir développer l'agriculture en ignorant l'agriculture familiale, qui préserve mieux l'environnement, qui nourrit, qui garde les pauvres, et ainsi de suite, pour vouloir faire de l'agriculture industrielle. Donc, cette question du mouvement paysan, on a créé l'université paysanne africaine, on a travaillé là-dessus. Je vous disais qu'aujourd'hui, on est dans l'université Terre citoyenne, une autre dynamique de réflexion au niveau international. Pierre Jarin, je lui fais un clin d'œil. Prochain visage. Maître Alice Com. Bon, je la lis beaucoup. Je lis beaucoup ses écrits, ses prises de position. Je crois que c'est une activiste. Je ne suis pas proche d'elle, mais je la connais de loin. Prochain visage. Ça, c'est le Mindevel, je crois. Oui, Elanga Obama, monsieur le ministre. Oui, je ne le connais pas. J'ai beaucoup travaillé, comme je vous ai dit, avec les ministres de la décentralisation, y compris quand j'étais expert de la CADEL, avec beaucoup de ministres. On a été dans des pays, réunion des ministres de la décentralisation et tout. Mais lui, par contre, je le suis de loin. J'espère qu'il a du pain sur la planche. J'espère que, et je crois qu'il a l'étoffe, mais il doit savoir qu'il a un défi. Parce que je crois qu'il arrive, d'abord c'est avec lui, nous on l'a beaucoup réclamé avant, qu'il y ait un ministère de la décentralisation, comme le détail de l'administration territoriale. Alors, il a le challenge d'être le tout premier. Je crois qu'il doit laisser ses marques. Je ne peux que lui souhaiter bon vent. Le prochain visage. Oui, ça c'est un grand homme politique. Bon, je suis du Sud, je le connais. Je ne veux pas dire que je ne le connais pas. Il y a quelques années, il nous avait approché parce qu'il voulait qu'on essaye de construire un mouvement coopératif au Sud. Donc on a eu un peu j'ai eu à le fréquenter 1-2 fois, mais après, ce n'est pas allé loin. Non, je sais, c'est les grands piliers du régime actuel. Ce que je sais beaucoup de lui, c'est au niveau de la langue française. On dit quoi? C'est le sémiotisme, c'est ça? Sémiologue. Sémiologue, voilà. Je crois il a l'art au niveau du français, des mots là. Ouf. Donc c'est un grand homme politique du pays, que je le respecte. Il est du Sud comme moi, mais sans plus. Le prochain visage. Est-ce que ça m'a révélé? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Ah. Gabriel Bayrobé. Oui, je sais qu'il est... Ça fait quand même déjà quelques années, non? Qu'il est au niveau du ministère de l'Agriculture. Je disais tout à l'heure qu'il y a un de ses prédécesseurs qui m'a marqué.
et qui avait dit des choses qui me semblaient avoir du sens. Pour dire, si on veut faire de l'agriculture, il faut maîtriser tout ce qui est production végétale. Les semences, on doit avoir en quantité, en qualité. J'espère qu'il continue le chantier. Surtout le volet transformation. Ces ministres avaient dit, il n'est plus là, que son challenge, c'est qu'on puisse valoriser les produits camerounais au niveau industriel. J'ai parlé du pain. J'espère, et moi je lui lance le défi, il doit continuer ça parce que c'est par là qu'il faut passer. Et je dis aussi la question du foncier, agriculture familiale. Il faut éviter des politiques pour déposséder les petits paysans. Ce n'est pas lui seul, il y a d'autres ministères. Merci. Le prochain visage. Qui est-ce? Hilaria Aligroso, Human Rights Watch. C'est une actrice de la société civile internationale. Oui, j'ai lu, j'ai suivi ses déclarations. Je crois qu'il y a à redire. Et à redire parce que je crois que parfois c'est des extrêmes. Ce qui s'est passé en Gabon, en lisant, je crois que tout n'est pas mauvais dans ce qu'ils font, mais je crois qu'on peut s'interroger sur la manière. La manière, et puis dans les analyses, les gens ont toujours dit ça, on a l'impression qu'on ne parle des droits de l'homme que pour certains cas, les exactions de l'armée. Mais il y a beaucoup de situations. On parlait des Bororo, on parlait des civils qui sont tués, même des gens de l'armée, les statistiques sont là. Je crois que défendre les droits de l'homme, c'est bien, mais je crois qu'il faut un peu d'équité dans les analyses. Merci. Le prochain visage. Ça, c'est un visage ouvert qui vous interpelle particulièrement. Ah, de quelqu'un? Oui, c'est le Bic et Banga. C'est une forme de plantain. Ah, oui. Bon, non, je ne comprenais pas le sens de... Oui, je connais. Vous savez, je suis de la forêt, je suis du sud. Je suis un bon mangeur de plantain, hein, plantain pilé. Le président qui avait évoqué à son temps la problématique liée à l'autosuffisance alimentaire, est-ce que c'est un vœu pieux? Je crois qu'il a fait son job. Maintenant, on n'a pas encore... si vous allez dans les supermarchés, pour nous qui sommes dans les villes, parce que dans les villages, dans les petits coins, on peut dire qu'on mange beaucoup camerounais, même s'il y a beaucoup de produits importés. On parlait du riz tout à l'heure. Je crois qu'on peut simplement regretter que le grand potentiel que le Cameroun est et dont il regorge en termes de possibilités de production ne soit pas suffisamment valorisé. Je crois que c'est un peu regrettable parce que quand vous voyez ce que nous ne mangeons pas toujours ce que nous produisons et ce que nous ne produisons pas n'est pas toujours de la qualité. Le prochain et je crois dernier visage. Oui, on parlait de tracteurs tout à l'heure. On disait que c'était un gâchis d'avoir investi autant d'argent. Je ne sais pas si c'est un prêt. Si c'est un prêt, c'est dommage. On a évoqué un chiffre de 6 millions pour la... Même si c'est un don. Je crois que les dons, il faut savoir les valoriser. Je crois qu'on a tout dit, que c'est dommage. J'ai dit quelque chose, mon rêve, c'est de voir comme ça des tracteurs être mis à disposition des petits producteurs, mais au niveau des coopératives. D'avoir des coopératives d'utilisation du matériel en commun. Une coopérative, un tracteur, on les accompagne. Même en zone de forêt, on a dit ça. Il y a d'abord un travail de déforestation, il y a un travail au niveau des jachères, pire encore, plus facile, dans les zones de savane, les zones sahéliennes. Je crois que là, on peut faire beaucoup de choses. Je crois qu'il est temps, j'espère, parce que dernièrement, le cinéma, vous savez, c'était lui qui était chargé de travailler pour la mécanisation agricole. Bon, on vient enfin de changer le directeur qui a mis je ne sais pas combien d'années, des dizaines. Il y a une dame qui est là, que je connais, au ministère. Je lui lance simplement le défi que la mécanisation devienne effective. Merci, M. Jeannot Mela, de vous être prêté au jeu des visages sur À vous la parole. Alors, nous allons essayer de repartir en une ou deux questions sur la décentralisation pour essayer de boucler cette thématique-là. Alors, comment vous l'entrevoyez dans 10 ans, 20 ans? Je crois que la décentralisation comme nous sera ce que les hommes chargés de la mettre en œuvre feront d'elle. En premier, les élus locaux.
Parce que je crois que le cadre institutionnel, législatif et réglementaire actuel permet de faire des choses. Si dans une mairie, on a un maire qui a une vision, qui anticipe, qui s'entoure de bonne équipe, qui s'ouvre, qui sollicite l'expertise, qui valorise le potentiel de sa commune, on peut faire des choses. Pas seulement une commune, il y a ce qu'on appelle aussi l'intercommunalité. Si vous vous rendez compte qu'aucune commune n'a tous les moyens, l'intercommunauté, ça veut dire que dans un département, les communes peuvent s'associer et créer un syndicat des communes. Ce que je ne peux pas faire seul, on le fait au niveau du syndicat des communes. Donc, moi, je pense que notre décentralisation sera ce que nos élus feront d'elle. Tout n'est pas parfait en termes de textes et tout, encore qu'on a beaucoup de textes, mais je crois que maintenant, c'est l'action. L'action, l'action et l'action. Et l'action, c'est la manière dont on va valoriser le capital humain. Humain, c'est d'abord les adjoints au maire, comment on les valorise, les conseillers, l'équipe au niveau de la commune, le personnel, le staff, les populations, les élites, les gens qui sont de la localité, les villages, les populations. Donc tout cela, je crois que c'est une richesse. Si on capitalise ça bien, si on travaille bien, on peut faire des choses. Il y a des opportunités. La question d'argent, les gens ont tendance à ne regarder que les CAC et la dotation de l'État. Non. Une commune peut lever des fonds. Il y a des appels, faire des projets. Et lever des fonds, aller chercher des financements, aller chercher des partenariats pour pouvoir booster et même valoriser le potentiel local. Il y a un travail sur lequel, avec certaines communes, je commence à leur dire, mais écoutez, si vous êtes dans une commune, rien que la diaspora de cette commune-là, il faut l'inciter à venir investir. Il faut mettre un dispositif qui permette que, si je suis fils d'eux, étant aux États-Unis, que je me sente interpellé pour jouer un rôle par rapport au développement de ma commune. Je crois qu'il y a des opportunités, si elles sont bien exploitées. Donc, pour moi, la commune sera ce que les élus feront, mais aussi les citoyens. Je suis très content. Pour moi, c'est une des innovations. Le nouveau code a prévu qu'il y ait des cadres où les citoyens sont organisés pour s'impliquer dans la gestion de la commune. Vous savez, pendant longtemps, beaucoup de gens pensent, on n'a pas une éducation à la décentralisation. Beaucoup de gens croient même que, en fait, la commune, c'est un démembrement d'un ministère. Donc, il y a un travail. Donc, le fait que les citoyens s'impliquent, donc, il faut les éduquer, il faut qu'ils se cultivent, il faut les mobiliser pour qu'ils participent effectivement à la vie de la commune. Il ne faut pas que la commune soit le fait de simples élus, exécutifs et conseillers. Il faut qu'il y ait une mobilisation territoriale, citoyenne, pour participer à la vie de la commune. Nous allons dès à présent aborder une thématique qui vous est particulièrement chère, car je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes formateur au niveau de la société civile. Alors c'est une société civile dont on dit beaucoup de choses, dont on n'évalue pas précisément le champ de compétences et dont on ne sait pas qui en fait réellement partie. Alors, tout d'abord, pour les profanes que nous avons comme nous sommes, qu'est-ce que la société civile? Oh. Bon, j'aime les définitions pratiques. Je préfère faire un petit schéma. Nous avons le secteur public, dont l'État et ses démembrements, les collectivités locales, les entités publiques. Nous avons des entités privées, business, à but lucratif, ceux qui font dans le business, les entreprises et tout. Et après ça, nous avons aussi le secteur politique partisan, les partis politiques, que j'appellerais un peu société politique, entre parenthèses. Alors, vous voyez, ce qui reste, c'est toutes ces organisations, toutes ces dynamiques sociales, toutes ces organisations à caractère social, socio-économique, économie solidaire, ça veut dire syndicats, églises, associations, tout type d'organisation. C'est ça qu'on met dans le paquet société civile. Ça veut dire que c'est des citoyens qui s'organisent de différentes façons pour un certain nombre d'intérêts, pour un certain nombre de causes, avec des chemins parfois différents, mais qui travaillent un peu à promouvoir les citoyens. C'est ça, c'est ce cadre-là qui, pour moi, est la société civile. La première question qui nous vient à l'esprit quand on aborde cette thématique liée à la société civile est celle du financement. Comment se finance la société civile?
Il y a plusieurs sources de financement. Ça dépend du niveau. Parce que quand on parle de société civile, parfois on prend 4 catégories. Il y a les organisations de base. Ça, c'est des regroupements individuels, des associations. On crée une association de quartier, de village. Donc, des individus à 4 ou 5, 6 créent une association pour travailler pour eux-mêmes. Ça, c'est le niveau 1. Après, on a un niveau 2. C'est ce qu'on appelle les organismes d'appui. On crée une association qui devient une ONG et on travaille pour les autres. On va travailler pour la santé, aider les gens à régler les problèmes de santé, d'eau et tout. Donc, les organismes d'appui. Après, on a ce qu'on appelle les réseaux d'organisation de la société civile. Après, on a ce qu'on appelle des coalitions, un 4e niveau. Donc, ça dépend à quel niveau on est. Pour le niveau basique, les regroupements individuels, généralement, c'est des cotisations. Il y a quelques bienfaiteurs. Je rappelle en passant que, normalement, la loi sur les associations de 90 interdit qu'il y ait des dons. Mais bon, comme il y a la tolérance au Cameroun, on le fait. Donc, à ce niveau-là, c'est essentiellement la mobilisation des ressources locales, propres, internes. On peut avoir des gens qui viennent appuyer. Quand on passe à l'ONG d'appui, ça veut dire que je crée une structure, je recrute de l'expertise pour travailler dans un domaine agricole, santé et tout. Je dois les payer, j'ai le local, j'ai des voitures et tout. Là, il faut chercher des financements. Généralement, c'est qu'on monte, c'est des projets. On monte des projets, il y a des bailleurs de fonds. Ça peut être de la coopération bilatérale, multilatérale, des agences de coopération. Ça peut être des ONG internationales. Aujourd'hui, le secteur privé avec la RSE dans les entreprises. Donc, on va chercher des financements extérieurs avec des projets montés, on travaille et on gère. Donc, les sources de financement de la société civile dépendent du type d'organisation de la société civile. D'accord. Et quel est son domaine de compétence? Parce que les exemples récents nous font voir que la société civile a parfois tendance à entrer sur le champ de compétences des politiciens. Quel est le domaine de compétences de la société civile? J'allais dire, la société civile peut tout faire. C'est pour ça que, normalement, quand on crée une organisation, il faut se définir une identité. Si nous décidons, nous sommes là, ici dans ce studio, de créer une organisation, il faut savoir la raison d'être. On appelle ça la mission. Quelle est la finalité? Donc, nous choisissons une finalité, une vision, une thématique ou des thématiques. Donc, on définit à la création d'une organisation, on doit fixer un nombre d'idées qui permet de savoir qui est cette organisation et qu'est-ce qu'elle veut faire. C'est ainsi que vous trouvez qui disent, bon, nous, c'est dans les droits de l'homme. Nous, c'est dans la santé. Nous, c'est dans l'agriculture paysanne. Nous, c'est, je ne sais pas, dans l'eau. Nous, c'est la décentralisation. Donc, je crois qu'il n'y a pas de champ limité. Il faut savoir d'ailleurs que la société civile, au sens vrai du terme, en fait, travaille dans les domaines d'intérêt général. Donc, vient compléter l'action de l'État, normalement. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de limite. Mais une organisation qui se respecte doit définir son champ. Pour dire, moi, je vais hésiter, c'est pour faire ci ou ça. Et si demain je change, il faut que ce soit clair dans les documents, dans ce que je présente. Et c'est en fonction de ça que je vais monter des projets, que je vais faire mes activités et tout. Donc, au niveau du champ d'intervention, bon, maintenant, ce qui est, pendant longtemps, la société civile travaillait plus au niveau opérationnel. Donc, on va faire des projets sur le terrain. Maintenant, il y a, vous avez évoqué ça en parlant de moi, les politiques publiques de développement. On s'est rendu compte qu'en fait, et moi, quand j'étais dans les ONG au Canada et d'autres, on s'est rendu compte que le fait, par exemple, des ONG d'aller travailler sur l'agriculture familiale, les petits producteurs, sans travailler sur les politiques, le jour où le politique, qui est le ministère de l'Agriculture, le gouvernement, vient avec un grand projet, ils viennent tout mettre. Je donne un exemple. L'ONG va dire aux petits paysans, il faut participer. Si tu veux faire quelque chose, toi-même donne, même si tu as 5, 10 francs, donne. Parce que tu t'appropries, et plus tu donnes, mieux ça vaut. Mais vous pouvez avoir un projet gouvernemental qui vient dire, on fait tout gratuit. Ça casse. Hein? Et puis, ça ne responsabilise pas les gens. C'est pour ça que dans l'évolution, on s'est dit, non, il ne suffit pas de travailler au niveau opérationnel. Il faut qu'au niveau des politiques publiques, on s'intéresse, il faut que les politiques soient bonnes,
soit bien élaboré, des stratégies, et qu'on fasse de suivi tout à l'heure, tout ce qu'on a dit. Il y a des choses qui sont déclarées, il y a des choses qu'ils ont dites, mais elles ne sont pas faites. Et c'est pour ça que de plus en plus, on a une catégorie d'acteurs de la société civile qui travaillent essentiellement sur le suivi des politiques publiques et la participation à leur élaboration. Pour revenir au champ politique, par exemple, on a souvent l'impression que la société civile, ou bien celle existant au Cameroun, n'est qu'un relais des positions prises par la société civile internationale, notamment sur des sujets comme ceux de la guerre. Vous avez évoqué un cas précis, celui de Ngarbou, où on a eu l'impression que la société civile locale n'a été que le tambour de résonance d'une certaine position prise au niveau de l'international. Alors, comment cela peut-il s'expliquer? Bon, je crois que d'abord, pour dire que ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas seulement la société civile. Ce que vous dites de la société civile, on peut le dire des médias, on peut me le dire de ceux qui nous gouvernent. Il y a des gens, quand on voit leur façon de se comporter, ils roulent pour des intérêts étrangers. Ça, c'est clair. Donc, d'abord pour relativiser, pour dire oui, vous avez raison, mais je crois qu'il ne faut pas faire comme si c'est l'apanage de la société civile. Je crois que ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons des Camerounais dans ce pays qui ne roulent pas pour les intérêts du pays. On aime dire qu'ils ne sont pas républicains, qu'ils ne sont pas patriotes. Alors, pour revenir à la société civile, oui, effectivement, et malheureusement, la société civile, elle est plurielle. Il y a des gens qui font des petites choses sur le terrain très intéressantes. Il y a des gens qui agissent, qui travaillent. Mais effectivement, il y a des gens, quand on voit ce qu'ils font, quand on connaît ce qui se passe à l'international, on peut se poser des questions. Et c'est pour ça que moi, je pense que l'État doit assurer un meilleur suivi de ce que les ONG font. Moi, quand j'étais au Sahel, c'est moi qui suis allé lancer le Sahel au Tchad. Vous savez, au Tchad, quand vous voulez créer une ONG, vous allez défendre le ministère du Plan, ce que l'ONG va faire. Et chaque année, vous produisez un rapport. Chaque année, le gouvernement envoie des gens sur le terrain pour voir ce que vous faites. Donc, je pense que la société civile travaille dans un domaine d'intérêt général et public. Il faut un meilleur suivi, justement pour que les brebis galeuses puissent être démasquées. Donc, malheureusement, pour des intérêts que je ne connais pas, peut-être déstabiliser le pays, des questions d'argent, il y a des gens qui ne font pas ce qu'ils doivent être. Et je crois que ça, c'est pas du bon. C'est le mauvais exemple. Heureusement, ce n'est pas tous. Mais je vous rappelle que c'est valable pour les médias. C'est valable même pour l'État, pour les dirigeants qui nous prennent. Il y a des gens, dans ce qu'ils font, dans les choix qu'ils font, qui ne servent pas la cause du pays. On ne peut que le regretter. Merci pour tous ces éclairages. Alors, Monsieur Jeannot Milan, nous allons faire la dernière halte de cette édition d'À vous la parole. Nous allons vous demander de façon très simplifiée de dire un mot dans la langue maternelle qui est la vôtre à certainement tous ceux qui vous regardent et qui vous sont proches. Alors, vous avez le choix des langues, pourvu qu'elle soit votre langue maternelle et qu'elle soit camerounaise, je suppose. Le boulot, bien sûr. Allez-y, en 1 minute. Ah, bah, il est bien, bah, le bien. Ma vemia bambalou. Ma yena majuna si à Cameroun et ne bien dima. Bibili que si feu, bi que tab. Nde, yasilina bigne la mongan. Motas. Amonte konga bili, evumane ayene bo esaya Cameroun anyan. Tibe dans bout de vena bout ba joy. Beno zondam ba yene dans Cameroun. Motasi abebia. Woku ane Cameroun vumane je kusi. Edemanga juna Cameroun ne mbie ya bansi. Me bilema ane saga menga bona mo wulu mekebe si Afrika. Oya si mitam mabuna ngama tabiale me jozamba na mozo biala Cameroun. Amu Cameroun ne sianye an. Bien ni Cameroun. Veda tibia kwene Cameroun. Bia yene butu bezin. Avalba nyin Cameroun. Avalba sai, avalba bo. Anabe ke nyin vuman fa. Bibi na binga biala Cameroun.
biou Cameroun. Cameroun, en loin de la Morgane. Merci, M. Jeannot Mila, pour ce message en langue boulou. Je suppose que certainement ceux à qui il était destiné auront compris le message que vous leur transmettiez. Monsieur Jeannot Mila, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de cette édition de la parole. Nous vous remercions pour votre disponibilité et peut-être le mot de la fin. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Je pense que nous sommes dans une phase au Cameroun que je trouve assez critique. On parle de transition politique, on se questionne, il y a des batailles, il y a la guerre, Boko Haram, beaucoup. Je crois que les Camerounais, nous devrions faire attention. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de non-dits dans tout ce qui se passe au Cameroun. C'est dommage que tout le monde ne sache pas la vérité. Mais ma petite culture et les petites informations que j'ai, je crois qu'il faudrait que le Camerounais, où qu'il soit, de quel bord qu'il soit, sache que on n'a pas deux Cameroun, on a un seul. Nous devons le défendre. Et nous ne devons pas rouler pour les intérêts étrangers. Et ceux qui gèrent la sphère publique doivent faire attention. Je crois que lorsqu'on leur confie des responsabilités dans ce pays, un pan du pouvoir, il faut l'assumer avec patriotisme. Ce n'est pas seulement à ceux qui ne sont pas aux affaires qu'on doit demander d'être patriotes. Je crois que ceux qui gèrent les affaires publiques doivent être patriotes. Il faut que dans leurs actes, dans leurs projets, dans leurs perspectives, dans leur comportement, on sent que c'est des gens qui ont l'amour du pays. Je crois que c'est de ça que nous avons besoin. Nous ne sommes pas en transit ici. Nous sommes nés ici, nous allons mourir ici. Nous autres, il faut qu'on pose des actes pour construire et bâtir ce pays, qui doit être un grand pays, mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Merci. On n'a qu'un seul Cameroun. C'est par ces messages à plus de patriotisme que nous mettons un terme à cette édition d'À vous la parole. Téléspectateurs fidèles et toujours plus nombreux, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme d'Info Télévision qui se poursuivent. Bien le bonsoir. La décentralisation et le développement local n'ont pas...